La porte de la salle de bain se referme derrière nous. La musique de la fête devient un bruit sourd à travers les murs. Ma PDG se tient si près de moi que je peux sentir son parfum. Un parfum coûteux que je ne pourrais jamais m'offrir. Ses yeux se fixent sur les miens tandis qu'elle murmure. Cela restera entre nous. Mon cœur bat si fort que je crains qu'elle puisse l'entendre. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite, mais je sais que ma vie est sur le point de changer d'une manière que je ne peux pas prévoir. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 6 mois, je pensais avoir tout compris. J'étais fiancé à Amy. Nous avions choisi les faire-part de mariage et je gravissais les échelons chez Horizon Digital Systems en tant qu'analyste junior. Puis, un mardi soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé notre appartement à moitié vide. Amy avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec de meilleures perspectives d'avenir, écrivait-elle. Quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle méritait. Elle avait pris la moitié de notre compte d'épargne, qui n'était déjà pas très garni, mais cela suffisait pour me faire mal. La bague que j'avais mis 8 mois à acheter était posée à côté du mot. La même semaine, mon propriétaire a augmenté le loyer de 300 $. Il a prétexté que c'était le prix du marché, comme si cela pouvait rendre la pilule plus facile à avaler. Mon salaire d'analyste junior couvrait à peine mes factures auparavant. Maintenant, je me noyais. J'ai commencé à faire toutes les heures supplémentaires que je pouvais trouver. J'ai arrêté de sortir déjeuner avec mes collègues, préférant apporter des nouilles instantanées de chez moi. Mon petit déjeuner est devenu du café noir. Mon dîner est devenu ce qu'il y avait de moins cher au magasin près de mon studio. Le sommeil est devenu quelque chose que je récupérais par bribes, 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Je restais éveillé la nuit à faire des calculs dans ma tête, essayant de déterminer quelle facture je pouvais retarder sans détruire ma cote de crédit. La compagnie d'électricité pouvait attendre une semaine. La société de cartes de crédit, non. Mes prêts étudiants n'avaient aucune compassion. Je suis devenu expert dans l'art de jongler avec les dates d'échéance des paiements, d'étirer chaque dollar jusqu'à ce qu'il crie. Mes collègues ont commencé à le remarquer. Ça va? Me demandaient-ils, et je leur adressais mon plus beau sourire. Je suis juste très occupé, répondais-je. Je travaille dur. Ce que je ne leur disais pas, c'est que je travaillais dur pour garder la tête hors de l'eau, pour maintenir l'illusion que je n'étais pas à un salaire manqué de devenir sans-abri. Mes évaluations de performance ont commencé à baisser. Rien de dramatique au début, juste de petites remarques. Doit faire plus attention aux détails, pourrait améliorer sa gestion du temps. Mais je savais ce que ces mots signifiaient vraiment. Ils signifiaient que j'étais sur la sellette. Ils signifiaient que j'étais surveillé. Mon patron m'appelait dans son bureau et me demandait si tout allait bien à la maison. Je mentais et disais que tout allait bien, que je m'adaptais simplement à certains changements personnels. Il hochait la tête comme s'il me croyait, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Puis Olivia Hart est devenue notre nouvelle PDG. L'annonce a été faite par email un vendredi après-midi. Elle venait d'une entreprise de Fortune 500 où elle avait redressé 3 divisions en difficulté. Elle était connue pour être brillante, efficace et absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de réduire les coûts. Les ragots ont immédiatement commencé à circuler dans les bureaux. Les gens chuchotaient à propos de sa réputation. Elle ne croyait pas aux secondes chances. Elle prenait des décisions rapides et ne regardait jamais en arrière. Son premier mois a été brutal. Elle a restructuré le département marketing et licencié 7 personnes. Elle a fusionné 2 équipes dans les opérations et 8 autres employés ont disparu. Elle a fait appel à des consultantes qui se promenaient avec des bloc-notes, prenaient des notes et posaient des questions qui ressemblaient à des pièges. Tout le monde est devenu paranoïaque. Les gens ont commencé à arriver plus tôt, à rester plus tard, à essayer de se rendre indispensables. Les conversations dans la salle de pause sont devenues plus discrètes. Personne ne voulait être le prochain sur la liste. J'étais terrifié. Mes performances n'étaient pas bonnes. Je savais que j'avais manqué 2 délais le mois dernier parce que je m'étais endormi à mon bureau et que j'avais perdu la notion du temps. J'avais fait des erreurs dans un rapport client que mon supérieur avait dû corriger avant de l'envoyer. Ce n'étaient pas des erreurs catastrophiques, mais elles s'accumulaient. Et maintenant, nous avions un PDG réputé pour supprimer tout ce qui n'était pas performant au maximum. J'ai beaucoup commencé à mettre à jour mon CV pendant mes pauses déjeuner, assise dans ma voiture pour que personne ne me voie. Je parcourais les offres d'emploi, l'estomac noué en réalisant à quel point le marché était concurrentiel. Des centaines de candidatures pour chaque poste.
La plupart exigeaient une expérience que je n'avais pas ou des compétences que je ne maîtrisais pas encore. J'ai calculé combien de temps je pourrais survivre avec les allocations chômage. 6 semaines, peut-être 2 mois si j'étais vraiment prudente. Après cela, je perdrais mon appartement. Je devrais retourner vivre chez mes parents, à 3 États de là, admettant ma défaite à 28 ans. La fête de fin d'année de l'entreprise n'était pas facultative. L'invitation était claire. Tous les membres de l'équipe sont vivement encouragés à y assister. Dans le langage des entreprises, cela signifiait que mon absence serait notée, enregistrée et prise en compte lors des décisions concernant les départs et les renouvellements de contrats. J'ai donc enfilé ma plus belle chemise, celle qui n'avait pas de taches, et j'ai pris le bus pour me rendre en centre-ville, car je n'avais pas les moyens de payer le parking du lieu de la fête. La salle de bal de l'hôtel était bondée de gens qui semblaient tous plus heureux que moi. Des lustres en cristal suspendus au plafond reflétaient la lumière des coupes de champagne et des montres de luxe. Des serveurs se faufilaient parmi la foule avec des plateaux de mets dont je ne pouvais prononcer le nom. J'ai pris une assiette d'amuse-gueule et je me suis tenu à l'écart, essayant de donner l'impression que j'étais à ma place. Trevor, du service financier, m'a repéré et m'a fait signe de venir. Il discutait avec Jessica, des ressources humaines, et 2 ou 3 personnes que j'ai reconnues, de l'étage de la direction. Il riait de quelque chose, déjà bien éméché, les joues rouges et la voix forte. Je me suis jointe à leur groupe et j'ai essayé de rire à leurs blagues. J'ai essayé d'avoir l'air détendu, tandis que dans ma tête, je comptais les minutes qui me séparaient du moment où je pourrais partir sans que cela se remarque. Trevor a commencé à parler de ses projets de vacances. Il emmenait sa famille à skier dans le Colorado pour le Nouvel An. Jessica s'est jointe à la conversation en racontant qu'elle avait réservé une croisière dans les Caraïbes. Ils m'ont demandé ce que je faisais pendant les vacances. Je me détends chez moi, ai-je répondu, ce qui signifiait en réalité que je n'avais pas les moyens de partir. Ils ont hoché la tête et la conversation a continué. Je me sentais invisible, comme si je regardais leur vie à travers une vitre. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, reconnaissante de cette distraction. Une notification de mon application bancaire s'est affichée à l'écran. Alerte de compte. Fonds insuffisants pour le prochain paiement automatique. Mon loyer était dû dans 3 jours. Le prélèvement automatique allait être refusé. Je devrais payer des frais de découvert. Mon propriétaire recevrait un avis de paiement échoué. Ça y était. C'était le moment où tout s'écroulait. Mes mains se mirent à trembler. J'essayais de le cacher en remettant mon téléphone dans ma poche, mais j'avais froid partout. Cela faisait des mois que je jonglais avec mes factures, transférant de l'argent d'un compte à l'autre, effectuant des paiements minimums, espérant que quelque chose tournerait dans ma faveur. Une prime, une augmentation, n'importe quoi. Mais rien ne s'était produit. Et maintenant, je n'avais plus aucune solution, plus de temps. Je levai les yeux et mon regard croisa celui d'Olivia Hartz, de l'autre côté de la pièce. Elle se tenait près du bar et parlait à un membre du conseil d'administration, mais elle me regardait. Ses longs cheveux blonds tombaient en boucles sur ses épaules, parfaitement coiffés comme tout le reste chez elle. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son expression n'a pas changé lorsque nos regards se sont croisés. Elle a simplement continué à me regarder avec ce regard analytique qui me donnait l'impression qu'elle pouvait voir à travers ma poitrine et lire la panique inscrite dans mon cœur. J'ai rapidement détourné le regard et essayé de me concentrer sur ce que disait Trevor. Quelque chose à propos des projections trimestrielles et des tendances du marché. J'ai hoché la tête au moment que j'espérais être les bons, mais je ne l'écoutais pas vraiment. Je ne pensais qu'au paiement du loyer, aux frais de découvert, à la conversation que j'allais devoir avoir avec mon propriétaire. Je pourrais peut-être demander un délai. Je pourrais peut-être expliquer que j'étais solvable, que j'avais juste besoin de quelques jours supplémentaires. Mais les propriétaires ne se souciaient pas des excuses. Ils se souciaient que l'argent arrive à temps sur leur compte. Les 10 minutes s'écoulèrent lentement. Je me forçais à sourire et à hocher la tête, faisant semblant que tout était normal. Puis je vis une opportunité. Trevor et Jessica furent distraits par quelqu'un d'autre qui se joignait à la conversation. Je fis un pas en arrière, puis un autre, m'éloignant lentement du groupe. J'étais presque à la sortie quand j'entendis sa voix derrière moi. « Vous partez déjà? » Je me suis retourné. Olivia Hart se tenait à 1 mètre de moi, les bras croisés, la tête légèrement penchée sur le côté.
De près, elle était encore plus intimidante. Elle était grande, peut-être 1,80 avec ses talons, et elle avait cette façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être scanné, trié et classé pour référence future. J'ai quelque chose à faire, ai-je dit. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Quelque chose d'urgent, demanda-t-elle. Son ton était professionnel, neutre, ne laissant rien transparaître. Oui, en quelque sorte. Une affaire de famille? Le mensonge me vint automatiquement. Je n'avais pas de famille dans cette ville. Je ne parlais presque plus à mes parents. J'étais trop gêné pour leur dire à quel point je me débattais. Elle m'étudia longuement. La musique et les conversations autour de nous semblaient s'estomper en bruit de fond. Je sentais la sueur perler dans ma nuque malgré la climatisation. Ça y était, elle m'avait vu partir plus tôt. Elle allait l'ajouter au dossier qu'elle avait sur moi. Une autre marque contre mon nom. Une autre raison de me licencier. Il faut qu'on parle, dit-elle finalement. Mon estomac se noua. Maintenant, oui, maintenant. Elle jeta un coup d'œil autour de la salle de bal où tout le monde buvait, riait et faisait la fête dans des coins privés. Je la suivis, car que pouvais-je faire d'autre? Elle était ma PDG. C'était elle qui décidait si j'aurais encore un emploi le lendemain. Nous traversâmes la foule, passant devant des gens qui nous regardaient avec curiosité, se demandant ce qui se passait. Certains en parleraient plus tard. D'autres feraient des suppositions. Je pouvais déjà imaginer les conversations dans la salle de pause le lundi matin. Elle me conduisit dans un couloir devant les toilettes. Le bruit de la fête s'atténuait à chaque pas. Mon cœur battait à tout rompre. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Elle n'allait pas me licencier dans son bureau lundi. Elle allait le faire maintenant, en privé, loin des témoins. Peut-être pensait-elle que c'était plus gentil ainsi. Peut-être voulait-elle simplement éviter une scène. Puis elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a poussé la porte des toilettes des femmes et a regardé à l'intérieur. Elles étaient vides. Elle a maintenu la porte ouverte et m'a regardé. À l'intérieur, a-t-elle dit. J'ai hésité. C'est les toilettes des femmes. Je peux entrer ici. Je suis entré et elle m'a suivi, laissant la porte se refermer derrière nous. Elle a verrouillé la porte avec un clic définitif. Nous étions seuls dans un espace qui sentait le savon à la lavande et la crème pour les mains hors de prix. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Je pouvais voir nos reflets dans le grand miroir au-dessus des lavabos. J'avais l'air pâle et effrayé. Elle semblait calme et maîtrisait parfaitement la situation. Cela restera entre nous, a-t-elle dit d'une voix plus basse, plus sérieuse que je ne l'avais jamais entendue. J'ai acquiescé, car je ne faisais pas confiance à ma voix. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Était-ce à propos du loyer impayé? Ma banque avait-elle contacté la société? Était-ce à propos de mes évaluations de performance? À propos des erreurs que j'avais commises? À propos d'autres choses que je ne savais même pas avoir faites de mal? Elle a croisé les bras et s'est adossée au comptoir, sans quitter mon visage des yeux. J'ai examiné votre dossier, a-t-elle dit. Je vous ai observé, a-t-elle poursuivi. Et j'ai envie de disparaître sous terre. Votre travail était incroyable lorsque vous avez commencé. L'analyse de marché que vous avez réalisée pour le compte Henderson. 3 membres du conseil d'administration l'ont spécifiquement mentionné lors de notre réunion trimestrielle. J'ai cligné des yeux. Je ne savais pas que des personnes aussi haut placées connaissaient mon nom. Vos présentations sont claires. Vos données sont toujours exactes. Vous avez un réel talent. J'attends le coup de grâce. Il y a toujours un revers à la médaille. Mais quelque chose a changé il y a environ 4 mois, poursuit-elle. Sa voix n'est pas en colère. Vers quelque chose d'autre que je n'arrive pas à cerner. Les délais ont commencé à être dépassés. Les rapports qui brillaient auparavant semblaient désormais bâclés. Et vous avez l'air épuisé. Mon visage s'empourpre. J'ai essayé de toutes mes forces de le cacher. Apparemment, j'ai échoué là aussi. Je traverse une période difficile sur le plan personnel, ai-je réussi à dire. Je m'en occupe. Vraiment. Elle penche légèrement la tête car j'ai remarqué d'autres choses aussi. Vous portez toujours les 2 mêmes costumes en alternance. Vous ne déjeunez plus avec l'équipe. La semaine dernière, je vous ai vu consulter votre téléphone pendant la réunion du matin et vous aviez l'air malade. J'avale ma salive. C'était le matin où j'ai reçu le SMS de mon propriétaire me menaçant d'expulsion si je ne payais pas avant vendredi. J'ai aussi vu ton salaire, dit Olivia doucement. J'ai cherché le prix des loyers dans ce quartier, le prix des courses,
ce qu'il faut pour survivre ici. Le calcul ne tient pas, n'est-ce que pas? J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing, elle le sait. Mon patron, mon PDG, sait que j'ai du mal à garder la tête hors de l'eau. Je m'en sors, dis-je, mais ma voix se brise sur ce mot. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour me remettre sur pied. Tu es en train de te noyer, dit-elle, et ce n'est pas méchant. Cela semble presque triste, je le vois bien. Tu arrives tôt et tu restes tard, probablement parce que tu ne peux pas te permettre de faire autre chose. Tu carbures au café et au stress, et tu es terrifié à l'idée que si tu dérapes encore un peu, tu perdras tout. Les larmes me piquent entre les yeux, mais je les retiens. Je suis désolé. Je sais que mes performances n'ont pas été à la hauteur. J'essaie d'y remédier. Arrête de t'excuser, dit Olivia fermement. Elle reste silencieuse pendant un moment, puis lorsqu'elle reprend la parole, sa voix est différente, plus douce. Il y a 7 ans, j'étais fiancé à quelqu'un avec qui je pensais passer ma vie. Nous avions choisi un appartement. Nous planifions notre mariage. Puis j'ai découvert qu'il m'avait menti pendant des mois au sujet de l'argent, des dettes qu'il avait cachées, d'une autre femme qu'il voyait. Je la regarde, surprise. Olivia Hart ne partage pas d'informations personnelles. Tout le monde le sait. Quand je l'ai quitté, je suis parti presque sans rien. Elle poursuit. Il avait mis des factures à mon nom sans me le dire. Utilisé une carte de crédit dont j'ignorais l'existence jusqu'à la limite maximale. Je me suis soudainement retrouvé responsable de milliers de dollars de dettes qui n'étaient même pas les miennes. Et j'essayais de gravir les échelons dans une entreprise qui se moquait de mes problèmes. J'ai la poitrine serrée. Qu'avez-vous fait? J'ai cumulé 3 emplois, dit-elle. Mon poste dans l'entreprise pendant la journée, barmaid le soir, consultante indépendante le week-end. Je dormais 4 heures par nuit si j'avais de la chance. Je me nourrissais de ramen et de tout ce que je pouvais trouver gratuitement lors d'événements professionnels. Je souriais pendant les réunions tout en calculant quelle facture je pouvais éviter de payer ce mois-là. Et je me disais que si je travaillais assez dur, si je tenais bon, les choses s'amélioreraient. Est-ce que ça a marché? Finalement, oui, dit-elle, mais j'ai failli me détruire pour y arriver. J'ai fini 2 fois à l'hôpital. Une fois pour épuisement. Une fois parce que le stress m'avait causé de tels problèmes d'estomac que je n'ai pas pu manger pendant une semaine. Je me suis poussé si fort que mon corps a littéralement commencé à s'éteindre. Je ne sais pas quoi dire. Cette femme puissante devant moi, celle que tout le monde craint et respecte, a vécu quelque chose qui ressemble exactement à ce que je vis en ce moment. Pourquoi me racontez-vous cela? Je finis par lui demander. Elle me regarde droit dans les yeux. Parce que je me reconnais en vous. La détermination, la fierté qui vous pousse à cacher à quel point les choses vont mal, la peur que si vous admettez que vous avez des difficultés, les gens vous trouveront faible. Et je vous dis cela parce que je ne veux pas que vous commettiez les mêmes erreurs que moi. Je ne comprends pas. Je demande, vous me licenciez? Non, répond Olivia. J'essaie de vous aider. Le mot aide flotte dans l'air entre nous. Je la regarde, perplexe, dans l'attente. Olivia fouille dans son petit sac à main et en sort un dossier ordinaire, pas un de ces dossiers en cuir coûteux que les cadres supérieurs ont l'habitude de transporter. Juste un dossier en papier craft qui semble provenir du placard à fourniture. Elle me le tend. Ouvrez-le, dit-elle. Mes mains tremblent lorsque je l'ouvre. À l'intérieur se trouvent plusieurs pages imprimées. La première est intitulée « Initiative de mentorat pour cadres supérieurs ». Je parcours les mots, mais ils n'ont aucun sens. Mon cerveau est embrumé par le stress et le manque de sommeil. Je n'y comprends rien. Je l'admets. Lisez la deuxième page, me dit Olivia. Je la tourne. Il s'agit d'une proposition salariale. Mon regard se pose sur le chiffre et je dois le lire 3 fois pour m'assurer que je ne me trompe pas. C'est presque le double de ce que je gagne actuellement. Cela ne peut pas être vrai. Si ça l'est, me répond-elle. C'est la rémunération ajustée pour les participants au programme. Quel programme? Je ne sais même pas ce que je regarde ici. Olivia prend une inspiration. Il y a 3 mois, j'ai proposé une nouvelle initiative au conseil d'administration. Un programme de mentorat spécialement conçu pour les employés à fort potentiel qui ont des difficultés financières. Des employés dont les performances souffrent non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils sont confrontés à des circonstances qui les empêchent de se concentrer. Je feuillette d'autres pages. Il y a des détails sur les services de conseil financier, les ressources en santé mentale, les plans de développement de carrière, les fonds d'aide d'urgence.
Le conseil d'administration l'a approuvé le mois dernier. Olivia poursuit. Nous commençons avec 3 employés, un nombre suffisamment petit pour être géré avec soin, mais suffisamment important pour prouver que le concept fonctionne. Si c'est un succès, nous l'étendrons à l'ensemble de l'entreprise. Mon esprit s'emballe. Et vous voulez que je fasse partie de ces 3 personnes? Je veux que vous soyez le premier, dit-elle. Le participant fort, celui qui nous aidera à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je regarde à nouveau le montant du salaire. Avec une telle somme, je pourrais payer mon loyer, rembourser mes cartes de crédit, acheter des produits alimentaires au lieu de me contenter de ce que je trouve en promotion. Pourquoi moi? Je repose la question. Il doit y avoir d'autres personnes qui en ont davantage besoin. Des personnes qui ont une famille à charge ou des frais médicaux à payer. Ou parce que tu me rappelles qui j'étais, m'interrompt Olivia, et parce que malgré tout ce que tu traverses, tu continues à te battre. Tu continues d'essayer. La plupart des gens auraient déjà abandonné ou se seraient complètement effondrés. Mais tu es toujours là. Tu continues de te battre. C'est exactement le genre de personne dans laquelle il vaut la peine d'investir. Je n'ai pas l'impression de me battre. J'ai l'impression de survivre à peine. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui ait l'esprit analytique, ajoute-t-elle. Quelqu'un qui puisse examiner le fonctionnement du programme et m'aider à l'améliorer. Tes compétences en analyse et en présentation de données sont exactement ce dont nous avons besoin. Tu participeras au programme, mais j'aurai également besoin de tes commentaires. Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui n'aide pas? Que devrions-nous ajouter? À terme, je voudrais que tu m'aides à étendre ce programme à d'autres départements, donc je serai comme un cobaye, dis-je. Elle sourit presque. Un cobaye très bien rémunéré que je vais personnellement encadrer. Vous seriez mon mentor? L'idée semble impossible. La PDG de toute l'entreprise qui passe du temps à m'enseigner, à m'accorder un accès direct. Olivia confirme des réunions individuelles hebdomadaires, des conseils sur le développement de carrière, la présentation des relations dont vous aurez besoin pour gravir les échelons. Je n'avais rien de tout cela quand je me débattais. J'ai dû tout comprendre seul et cela m'a pris des années de plus que nécessaire. Vous n'aurez pas à faire cela. Je regarde à nouveau le dossier. Il y a une section sur l'aide à la relocalisation. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez besoin de déménager dans un endroit plus abordable, nous vous aiderons à couvrir les frais. Elle explique le dépôt de garantie, les frais de déménagement, le premier mois de loyer. Parfois, le simple fait d'avoir un meilleur point de départ fait toute la différence. Mon appartement est horrible. Il est petit, le chauffage fonctionne à peine et il y a une tache au plafond qui, j'en suis presque sûr, est de la moisissure, mais c'est tout ce que je peux me permettre. L'idée de vivre dans un endroit meilleur me semble être un rêve. Il y a aussi ceci, dit Olivia en montrant une autre section, l'accès à un fonds d'urgence. Si quelque chose d'inattendu se produit, une réparation de voiture, une facture médicale ou tout autre imprévu de la vie, vous disposez d'argent. Il faut bien sûr le rembourser, mais c'est sans intérêt et selon un échéancier qui convient à des gens normaux. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'avais besoin de 100 dollars et où je n'avais aucun moyen de les obtenir, où je devais choisir entre réparer ma voiture et manger cette semaine-là. L'idée d'avoir un filet de sécurité me fait monter les larmes aux yeux que j'essaie de retenir. C'est trop beau pour être vrai, dis-je doucement. Où est-ce le piège? Le piège, c'est que vous devez vous engager dans le programme pendant au moins 1 an. Olivia dit que vous devez assister aux séances de mentorat, donner votre avis honnête sur ce qui vous aide et, une fois que vous serez stable, aider à votre tour à encadrer d'autres personnes. C'est tout, confirme-t-elle. Oh, et vous devez me laisser raconter votre histoire de manière anonyme au conseil d'administration. Ils ont besoin de voir que cela fonctionne, que l'investissement dans les employés en difficulté est rentable. Je réfléchis à ce que cela signifie. Une véritable stabilité financière pour la première fois depuis des mois. Une chance d'arrêter de me noyer. Une opportunité de vraiment construire une carrière au lieu de simplement survivre au jour le jour. Quand cela commencerait-il? Je demande. Immédiatement, Olivia répond. Les documents sont déjà rédigés. Je demanderai au RH de les traiter lundi matin. Votre nouveau salaire commencera avec votre prochain chèque. Vous en étiez si sûr? Je dirais que oui. Pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans cette salle de bain, elle sourit vraiment.
J'étais sûr que vous étiez assez intelligent pour reconnaître une opportunité quand vous en voyez une. Mon téléphone vibre à nouveau dans ma poche. Probablement un autre avertissement de découvert ou un avis de retard de paiement. Mais soudain, cela ne me semble plus aussi terrifiant qu'il y a 10 minutes. J'accepte, dis-je. Quoi que je doive faire, quoi que vous attendiez de moi, ouais, je suis partant. Bien, dit Olivia. Elle tend la main vers la poignée de la porte, puis s'arrête. Encore une chose. Ce dont nous avons discuté ici, mon passé, ma dette, mes fiançailles rompues, tout cela doit rester entre nous. J'ai une réputation à défendre. Bien sûr, j'accepte. Je n'en parlerai à personne. Vous pouvez leur parler du programme, précise-t-elle. En fait, je veux que vous le fassiez, mais les détails personnels de mon histoire sont privés. Compris. Compris, dis-je. Elle déverrouille la porte et l'ouvre légèrement, vérifiant que le couloir reste vide. Maintenant, rentre chez toi, dit-elle. On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. Repose-toi. Nous discuterons des détails lundi. Je sors des toilettes, la tête qui tourne. En retraversant la salle de réception, tout me semble différent. Les mêmes personnes, les mêmes décorations, la même musique. Mais je ne suis plus la même personne qui est entrée ici ce soir. Trevor me fait signe de l'autre côté de la pièce, mais je le remarque à peine. J'ai besoin de sortir prendre l'air pour digérer ce qui vient de se passer. Ma PDG vient de me sauver. La personne que je craignais le plus m'a lancé une bouée de sauvetage alors que j'étais sur le point de me noyer. Je pousse les portes et sors dans l'air froid de la nuit, où je peux enfin respirer. Mes mains tremblent tellement sur le volant que je dois m'arrêter 2 fois pour reprendre mon souffle. Tout ce qu'Olivia m'avait dit dans les toilettes défilait dans ma tête comme un film. Je ne pouvais pas mettre en pause. Ma PDG, la femme dont tout le monde parlait avec crainte, venait de m'offrir un moyen de sortir du trou dans lequel je me noyais depuis des mois. Quand je suis enfin rentré dans mon studio, je suis resté debout dans l'embrasure de la porte, fixant la pile de factures non ouvertes sur le comptoir de ma cuisine. Des enveloppes rouges, des derniers avis, des menaces de coupure d'électricité. Pour la première fois depuis 6 mois, je ne ressentais pas ce poids écrasant dans ma poitrine en les regardant. Je me suis assise sur mon canapé usé, celui que mon ex n'avait pas voulu quand elle était partie, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. Celles qui viennent quand on a retenu son souffle sous l'eau et qu'on remonte enfin à la surface. J'ai pensé à quel point j'avais été proche de tout perdre. Mon appartement, mon travail, peut-être même ma volonté de continuer à essayer. Et la personne qui m'avait sauvé était quelqu'un qui m'avait terrifié pendant des mois. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, à moitié convaincu que je me réveillerais et que tout cela n'était qu'un rêve cruel. Mais à 8 heures du matin, j'ai reçu un email, un message des ressources humaines avec pour objet ajustement salarial et inscription au programme. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je l'ai ouvert. Il y avait des formulaires à signer, de nouvelles informations de virements bancaires à confirmer et un rendez-vous prévu le lundi suivant avec Olivia et le directeur des ressources humaines. Le montant du salaire m'a fait cligner des yeux. Ce n'était pas seulement une petite augmentation, c'était de l'argent réel. Le genre d'argent qui me permettrait de payer mon loyer sans paniquer. Le genre d'argent qui me permettrait de faire mes courses sans calculer chaque article. Le genre qui me permettrait enfin de ne plus vivre dans la peur constante. Le lundi est arrivé plus vite que prévu. Je me suis présenté au bureau des ressources humaines dans mon plus beau tailleur, celui que je gardais pour les entretiens dans d'autres entreprises. Olivia était déjà là, l'air très autoritaire dans son blazer sur mesure et sa chemise blanche impeccable. Mais lorsqu'elle m'a vu, son expression s'est adoucie pendant une seconde, juste assez pour que je le remarque. La directrice des ressources humaines, une femme âgée très gentille nommée Patricia, m'a expliqué tout le processus. Le programme de mentorat était tout nouveau. Je serais la première personne à y participer. Cela signifiait que j'aiderais à le façonner. Patricia m'a expliqué que 2 autres employés le rejoindraient dans le mois. Tous deux faisaient face à leurs propres difficultés. Problèmes financiers, urgences familiales, problèmes de santé que l'assurance couvrait à peine. Tous étaient de bons travailleurs qui avaient juste besoin d'aide pour se remettre sur pied. Olivia n'a pratiquement pas parlé pendant la réunion. Elle était assise dans une posture parfaite, me regardant signer document après document. Mais je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de me regarder avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer.
De la fierté peut-être, ou de la reconnaissance, comme si elle voyait en moi son jeune moi. Après le départ de Patricia, Olivia s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Elle ne s'est pas retournée lorsqu'elle a pris la parole. Le premier salaire sera versé vendredi, a-t-elle dit doucement. Je veux que vous preniez votre week-end. Va quelque part. Fais quelque chose qui te rappelle que la vie ne se résume pas à survivre. Je ne savais pas quoi dire. J'avais la gorge serrée. Un simple merci semblait insuffisant pour ce qu'elle avait fait. Elle s'est finalement tournée vers moi. Ne me remercie pas tout de suite. Ce programme s'accompagne d'attentes. Tu me rendras visite tous les mardis matins à 7 heures. Nous discuterons de tes projets, de tes progrès et de ton développement professionnel. Je ne fais pas ce de gros. J'investis dans les personnes qui prouvent qu'elles en valent la peine. C'était la PDG exigeante que je connaissais, mais maintenant, je comprenais quelque chose que tout le monde avait manqué. Elle me poussait parce qu'elle se souciait de moi, parce qu'elle avait été à ma place et savait ce qu'il fallait pour s'en sortir. Les semaines qui ont suivi m'ont donné l'impression de vivre dans un autre monde. J'ai reçu mon premier salaire ajusté et j'ai immédiatement payé 3 factures en retard. Le deuxième salaire m'a permis d'en payer 2 autres. Au troisième, j'ai même pu mettre de l'argent de côté. De vraies économies, pas seulement la petite monnaie qui me restait après avoir acheté des ramen. Les réunions du mardi matin avec Olivia sont devenues le moment le plus étrange de ma semaine. Elle m'interrogeait sur mes projets en cours, puis démolissait mes approches avec une précision chirurgicale. Mais elle m'apprenait aussi des choses. Comment lire les rapports financiers comme le font les cadres supérieurs. Comment repérer des tendances dans les données que les autres ne voyaient pas. Comment présenter des idées de manière à ce que les membres du conseil d'administration écoutent. Un mardi, elle a apporté du café, 2 tasses. Elle en a posé une devant moi sans un mot. J'avais mentionné quelques semaines auparavant que j'avais arrêté d'acheter du café pour économiser de l'argent. Elle s'en était souvenue. Nous avons également commencé à mettre en place un cadre pour identifier les autres employés en difficulté. Olivia voulait des systèmes permettant de détecter les problèmes à un stade précoce, avant que les bons employés ne prennent trop de retard. J'ai suggéré de surveiller certains schémas, tels que les changements soudains dans l'assiduité, le refus d'invitation sociale ou l'absence de participation aux réunions, non pas comme une punition, mais comme des signes avant-coureurs indiquant qu'une personne avait besoin d'aide. 2 autres employés ont rejoint le programme en février. James, du service comptabilité, qui s'occupait de sa mère malade tout en essayant de suivre le rythme au travail, et Lisa, du service marketing, qui avait fui une relation abusive et reconstruisait sa vie à partir de rien. Je les ai rencontrés tous les deux, je leur ai raconté mon histoire et je leur ai fait comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. En les voyant commencer à se stabiliser, en voyant le soulagement sur leur visage lorsque leurs premiers chèques de paie ajustés ont été encaissés, j'ai compris pourquoi Olivia avait créé ce programme. Nous ne sauvions pas seulement des carrières, nous sauvions des vies. En mars, quelque chose a changé entre Olivia et moi. Les réunions du mardi se prolongeaient. Parfois, nous parlions d'autre chose que du travail. Elle m'a raconté son passé, les 3 emplois qu'elle avait occupés, l'appartement qu'elle partageait avec 4 autres personnes, la nuit où elle avait envisagé d'abandonner complètement. Je lui ai parlé de mon mariage qui avait échoué, de la lettre de mon fiancé que j'avais trouvée sur la table de la cuisine, des mois que j'avais passés à me demander si je n'étais pas à la hauteur. Olivia m'a écouté sans me juger. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Son départ n'était pas dû au fait que vous n'étiez pas à la hauteur. C'était parce qu'elle ne voyait pas votre valeur. Ne laissez pas l'aveuglement de quelqu'un d'autre vous faire douter de vous-même. Le programme de mentorat a commencé à attirer l'attention au sein de l'entreprise. D'autres départements voulaient savoir comment nous parvenions à améliorer les taux de rétention. Les employés étaient plus performants, restaient plus longtemps et semblaient réellement heureux au travail. Des concepts révolutionnaires, apparemment. Olivia m'a demandé de présenter notre modèle à l'équipe de direction. J'ai eu le cœur qui s'est serré lorsqu'elle m'a dit que je devrais m'exprimer devant toute l'équipe. Ces mêmes personnes qui ne savaient probablement même pas que j'existais il y a 3 mois. Mais elle croyait en moi. Et après tout ce qu'elle avait fait pour moi et Bonne, je n'allais pas la décevoir. J'ai passé 2 semaines à me préparer. Olivia a relu ma présentation 4 fois, trouvant à chaque fois des moyens de la renforcer. La veille de la grande réunion, elle m'a envoyé un SMS. Juste 3 mots. Tu vas y arriver. J'ai longuement fixé ces mots.
Elle n'était plus seulement ma PDG, elle devenait autre chose. Une mentor, oui, mais aussi peut-être la première personne depuis des années à me voir vraiment, qui me voyait vraiment. Pas le type en difficulté qui arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau, mais la personne que je pouvais devenir avec le soutien adéquat. La présentation aux dirigeants était dans 3 heures et je ne pouvais pas m'empêcher de faire les 100 pas. J'avais répété mon discours tellement de fois que les mots ne ressemblaient même plus à des mots, mais à des sons. Ma chemise était déjà tachée de sueur et je n'avais même pas encore quitté mon appartement. À quoi pensais-je? Ces personnes allaient décider de l'avenir de toute notre entreprise et j'étais sur le point de me présenter devant elles pour leur expliquer pourquoi nous devrions dépenser plus d'argent pour aider les employés en difficulté. J'ai changé 2 fois de chemise avant de choisir la bleue qu'Olivia avait un jour qualifiée de professionnelle. Elle ne se souvenait sans doute pas avoir dit cela, et cela n'avait aucune importance, sauf que d'une certaine manière, cela avait de l'importance. Tout ce qu'elle disait semblait rester gravé dans mon esprit ces derniers temps. La salle de réunion se trouvait au 23e étage, un endroit que je n'avais vu qu'en photo sur le site web de l'entreprise. Des baies vitrées, une table si polie que je pouvais y voir mon reflet. 12 cadres étaient déjà assis et examinaient des copies imprimées de ma présentation. Olivia était assise en bout de table, le visage impassible. Mes mains tremblaient tandis que je connectais mon ordinateur portable au projecteur. La première diapositive apparut sur l'écran derrière moi. Je pris une profonde inspiration. Tu vas y arriver. Les mots d'Olivia de la veille. Bonjour, ai-je commencé, et ma voix n'a tremblé que légèrement. Il y a 6 mois, j'étais sur le point de tout perdre. La salle est devenue silencieuse. Ce n'était pas ainsi que commençaient habituellement les présentations d'entreprise, mais c'était la vérité. Et Olivia m'avait appris que la vérité était plus puissante que le vernis. Je leur ai raconté mon histoire. Pas tout, mais suffisamment. La rupture de fiançailles, les dettes, la peur, la certitude que j'allais être licencié. Puis je leur ai parlé du programme de mentorat, de la façon dont 3 employés qui étaient en difficulté s'épanouissaient désormais. Des taux de rétention, des augmentations de productivité, des économies réalisées et n'ayant pas à embaucher et à former constamment de nouveaux employés. Quand j'ai eu fini, le directeur financier s'est penché en avant. Et combien ce programme nous coûte-t-il? Je m'étais préparé à cette question. J'ai sorti le détail des coûts. Les ajustements salariaux et les ressources coûtaient d'environ 200 000 $ par an, mais nous avions économisé plus de 400 000 $ grâce à la réduction du taux de rotation du personnel, à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration de la satisfaction des clients. Cela représentait un gain net de 200 000 $, sans compter les avantages intangibles que sont la fidélité des employés et la réputation de l'entreprise. La salle a murmuré. Olivia a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête. Les questions ont ensuite fusé. Comment avons-nous identifié les candidats? Quels étaient les critères de réussite? Ce programme pouvait-il être étendu à d'autres bureaux? J'ai répondu à chacune d'entre elles, me sentant de plus en plus confiant à chaque réponse. Cela fonctionnait. Ils m'écoutaient vraiment. Le vote a été unanime. Le programme serait étendu à l'ensemble de l'entreprise d'ici juin. Après le départ des cadres, Olivia est restée. Elle s'est approchée de moi alors que je débranchais mon ordinateur portable, les mains encore tremblantes à cause de l'adrénaline. Bravo, m'a-t-elle simplement dit, mais ses yeux en disaient plus long. Respire. Satisfaction, quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. J'ai dit, tout ce que tu m'as appris. Je ne t'ai pas appris à te soucier des gens. Tu avais déjà cette qualité. Je t'ai simplement montré comment transformer cette attention en action. Elle a fait une pause. La retraite d'entreprise aura lieu le mois prochain. Colorado, 3 jours. Les coordinateurs du programme sont tenus d'y assister. Les coordinateurs du programme, au pluriel. Je n'étais plus seulement une participante, j'étais une dirigeante. Le centre de retraite était situé dans les montagnes, entouré de pins et de sentiers de randonnée. Je n'avais jamais été dans un endroit comme celui-ci. Les séminaires d'entreprise étaient réservés aux cadres et aux dirigeants, pas aux analystes juniors qui avaient presque tout perdu 6 mois auparavant. Mais j'étais là, en train de m'enregistrer dans une chambre avec une vue imprenable. Le premier jour était consacré aux activités habituelles des entreprises.
Exercices de team building, sessions de planification stratégique, dîners de networking où tout le monde faisait semblant d'apprécier la nourriture. J'ai passé la majeure partie de la journée à me sentir déplacé, comme si quelqu'un allait se rendre compte que je n'avais pas ma place ici et me renvoyer chez moi. Mais le deuxième jour, quelque chose a changé. Je me suis réveillé tôt et j'ai décidé de faire une randonnée sur l'un des sentiers avant la session du matin. L'air était froid et rare, mais d'une manière qui me faisait me sentir vivante. J'avais été tellement concentré sur ma survie pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'exister, de respirer sans que l'anxiété ne m'écrase la poitrine. J'avais parcouru environ 1,5 km lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Olivia, vêtue de chaussures de randonnée et d'une veste que je n'avais jamais vue auparavant, sans ses vêtements de travail, sans l'armure de son personnage de PDG. Elle avait l'air différente, plus jeune, plus réelle. « Ça te dérange si je te rejoins ?» m'a-t-elle demandé. Nous avons marché en silence pendant un moment. Les seuls bruits étaient nos pas et les oiseaux quelque part dans les arbres. C'est Olivia qui a finalement pris la parole. J'ai réfléchi à quelque chose, a-t-elle dit sans me regarder. À propos des limites, des relations professionnelles, des frontières que nous établissons pour simplifier les choses. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. D'accord, ces limites existent pour de bonnes raisons. Les rapports de force, les conflits d'intérêts, le risque que les choses se compliquent. Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi, mais elles nous empêchent aussi d'être honnêtes sur les choses qui comptent. J'ai attendu. L'air de la montagne m'a soudain semblé trop rare. Je suis attiré par vous, dit-elle, direct comme toujours. Ça fait des mois que ça dure et je me répète que c'est inapproprié, que je suis votre patronne, que ça compliquerait le programme, que les gens en parleraient, dit-elle en me regardant dans les yeux. Mais faire semblant que ce n'est pas le cas n'a pas fait disparaître ce sentiment. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. La femme qui avait sauvé ma carrière, qui avait partagé ses combats les plus sombres avec moi, qui était devenue la personne la plus importante de ma vie sans que ni l'un ni l'autre ne le reconnaisse, venait de dire qu'elle ressentait ce que j'avais essayé si fort de ne pas ressentir. Je ressens la même chose et je dis, les mots sortant difficilement. Je ne voulais pas. J'ai essayé de ne pas le faire, mais chaque mardi matin, quand tu m'apportes mon café, chaque fois que tu me pousses à m'améliorer, chaque fois que tu me regardes comme si j'avais de la valeur, je m'arrête. Je suis tombé amoureux de toi depuis des mois. Elle a souri. Un vrai sourire, pas celui qu'elle arborait au travail. C'est une très mauvaise idée, probablement la pire. Les gens vont penser que je fais du favoritisme. C'est probable. Le conseil d'administration pourrait très certainement s'en inquiéter. Elle s'est approchée. Alors, nous gardons ce que là secret, au moins pour l'instant, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est et si cela vaut la peine de s'exposer à des complications. Et si les gens le découvrent quand même, l'expression d'Olivia s'est durcie avec détermination, alors ils le découvriront. Je ne me suis pas battu pour devenir PDG, pour laisser les autres dicter ma vie personnelle. Mais je ne laisserai personne minimiser vos réalisations en suggérant que vous les avez obtenues en couchant avec quelqu'un. Nous avons passé le reste de la retraite à faire preuve de prudence et de professionnalisme, en gardant nos distances en public. Mais tard dans la nuit, après que tout le monde se soit couché, nous nous sommes retrouvés sur l'une des terrasses extérieures. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin de tout. Notre passé, nos peurs, ce que nous attendions de la vie au-delà de la simple survie. Quand je suis finalement retourné dans ma chambre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Un véritable espoir. Pas seulement pour la stabilité financière ou la réussite professionnelle, mais pour un véritable avenir. Un avenir avec quelqu'un qui me comprenait, qui m'avait vu au plus bas et qui croyait toujours que je valais la peine qu'on investisse en moi. Les mois qui ont suivi ont été prudents. Nous avons gardé le secret au travail. Nous nous sommes rencontrés en dehors du bureau, dans des restaurants différents à chaque fois, toujours dans des quartiers où nous étions peu susceptibles de croiser des collègues. Nous avions l'impression d'être des adolescents qui se cachaient, sauf que nous étions deux adultes qui essayaient de protéger à la fois notre relation et notre réputation professionnelle. Le programme de mentorat s'est étendu à 12 employés à l'été, puis à 20 à l'automne. D'autres entreprises ont commencé à s'intéresser à notre modèle. Les publications économiques voulaient nous interviewer.
C'est moi qui me suis occupé de la plupart des relations publiques. Olivia préférait rester dans les coulisses, mais je savais que ce programme était son bébé. C'était sa façon de s'assurer que personne d'autre n'ait à souffrir comme elle avait souffert autrefois. En octobre, nous étions ensemble depuis 6 mois. Les dîners privés s'étaient transformés en week-end chez elle. La distance prudente au travail s'était transformée en regards volés qui n'étaient probablement pas aussi subtils que nous le pensions. Et un mardi matin, lorsqu'elle m'a apporté mon café, nos mains se sont touchées un peu trop longtemps. 1 heure plus tard, Patricia, des ressources humaines, est frappée à la porte du bureau d'Olivia. J'ai eu l'estomac noué lorsqu'elle a demandé à nous parler à toutes les deux. Ça y était, quelqu'un avait compris. Mais Patricia s'est contentée de sourire. Je travaille ici depuis 23 ans, a-t-elle dit. J'ai vu beaucoup de relations naître dans ces bureaux et j'ai appris à reconnaître quand deux personnes s'efforcent de ne pas se trahir. Elle a regardé Olivia. Le conseil d'administration n'a pas de politique contre les relations entre cadres, mais il exige que vous le divulguiez pour votre protection juridique à tous les deux. Le masque professionnel d'Olivia était bien en place, et si nous devions divulguer une telle relation, alors nous devrions la documenter. Nous devrions nous assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans les évaluations de performance ou les promotions. Nous devrions probablement assigner sa supervision directe à quelqu'un d'autre, juste pour que tout reste clair. Le sourire de Patricia s'est élargi. Et puis je vous dirais probablement que je trouve cela adorable, que vous méritez tous les deux d'être heureux, et que la façon dont il vous regarde quand vous ne le voyez pas est la même que celle dont mon mari me regardait il y a 30 ans. Nous avons divulgué notre relation cet après-midi-là. Le soir venu, la nouvelle s'était répandue dans tout le bureau. Certains étaient surpris. D'autres prétendaient avoir toujours su. Quelques-uns ont fait des blagues sur la conversation dans les toilettes qui avait tout déclenché, sans savoir à quel point ils étaient proches de la vérité. Mais la plupart des gens nous ont soutenus, car ils avaient vu ma transformation au cours de l'année écoulée. Parce qu'ils respectaient Olivia, même s'ils la craignaient, parce que le programme de mentorat avait aidé suffisamment de personnes pour qu'il y ait une réelle bonne volonté à notre égard. Debout dans le bureau d'Olivia après le départ de tout le monde, regardant les lumières de la ville en contrebas, j'ai repensé à cette fête de Noël, à ma terreur, à ma certitude que ma vie était en train de s'effondrer. « À quoi penses-tu » m'a demandé Olivia en venant se placer à côté de moi. À la façon dont une conversation dans les toilettes m'a sauvé la vie. Elle m'a pris la main. Elle a sauvé la mienne aussi. J'avais oublié pourquoi j'avais travaillé si dur pour en arriver là. Tu m'as rappelé que le pouvoir n'a d'importance que si on l'utilise pour aider les gens. Je me suis tourné vers elle. Et maintenant, que va-t-il se passer? Elle a souri. Maintenant, nous continuons à développer le programme, nos carrières, cette chose entre nous. Nous continuons à prouver que prendre soin des gens n'est pas une faiblesse. C'est la décision commerciale la plus intelligente que l'on puisse prendre. Et nous, personnellement, son sourire s'est adouci. Nous, personnellement, nous vivons au jour le jour. Nous trouvons des solutions ensemble. Nous construisons quelque chose de réel. En quittant le bureau ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. L'histoire qui avait commencé par « cela restera entre nous » s'était développée pour inclure beaucoup plus de personnes. Des employés qui avaient été sauvés par un programme fondé sur la compassion. Une entreprise qui avait appris à valoriser les personnes plutôt que le profit. Et 2 personnes qui s'étaient trouvées dans l'endroit le plus improbable qui soit. Parfois, les mots destinés à garder des secrets finissent par créer des histoires les plus importantes qui méritent d'être partagées.